Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Péquignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Antoine Baudon, Les enjeux du désengagement des djihadistes, 2020. AMO Münster, Émancipation, de Marx à Marcuse, 2020. Mohamed Salhab, Jean-Claude Beaune et Odette Barbero, dire La technologie une et multiple, réflexion libanaise et française, 2020. Philippe Jourdain, Gilets jaunes, mai 68, 2020. Michel Adam, Composer avec la nature. Renaturation et géocitoyenneté, 2020. Jacques Bochard, Le peuple contre le peuple. Démocratie et Gilets jaunes, 2020. Pierre Morlan, Pour en finir avec les religions, 2020. Louise Fine, Enfant au travail, Le paradoxe de la nécessité et du choix, 2020. Abdelbaki Belf AKIH, Abdelkader Gonegaï, Bruno Péquignot, dire Art, individu et société, 2020. Alain Redslob, Évidences économiques d'hier et d'aujourd'hui. Pensée, innovation, mutation, 2020. Simon-Pierre Thierry, Le regain des campagnes. Les ruraux et leurs collectivités locales, 2020. Mathieu Labézé-Zerili, Manuel de survie d'un universaliste, 2020. Laure Manicom, Manière de penser les crises, 2020. François Testard, Le non-recours au RSA chez les seniors, 2019. Jean-Paul Guichard, Du tsarisme au totalitarisme, 2019. NDJAV accent aigu TY, Ethno-relégation et maorité, L'intégration pathologique d'une minorité, 2019. Gilbert Job, Pour une idéologie centriste, La qualité humaine, 2019. Raoul NKUITCHOUNKOUATCHET, Ordonnance Macron. De quoi la refonte de l'expertise CHSCT est-elle le signe, 2019. Isabelle PAPIEAU, Des EHPAD aux papy boomers, 2019. Arnaud Münster, Osons l'utopie pour construire un monde meilleur, esquisse d'une autobiographie politique, 2019. Sagarsek, Machiavel et la communication politique, 2019. Remerciements. La normalisation est peu connue dans notre pays, et a la particularité de n'être quasiment pas enseignée. L'apprentissage se fait en pratiquant. Je dédie alors cet ouvrage à celles et ceux qui m'ont permis de la comprendre et l'exercer. Je tiens alors à remercier tout particulièrement Isabelle Guyader et Dominique Daguillon, à l'époque respectivement directrice de laboratoire et patron de l'univers Cycle, de m'avoir proposé en 2007 le challenge de faire avancer le groupe Décathlon sur la normalisation alors même que, jeune juriste junior, je ne connaissais que très peu de choses en la matière. Je suis aussi très reconnaissant envers Gilles Lagante, ingénieur essai, qui m'a beaucoup accompagné dans ce défi. Ce challenge s'est avéré passionnant. J'ai beaucoup appris, et au cours des 13 dernières années, j'ai pu prendre diverses responsabilités en normalisation. Merci Isabelle et Dominique pour le beau cadeau que vous m'avez fait, et la confiance accordée. Je remercie également toutes les personnes d'AFNOR et du BNA avec lesquelles j'ai travaillé tout au long de ces années, notamment Marie-Solange Bureau, Evelyne Thoman, Sylvia Marseille, Ayatou Doucourt, Rim CHAOUY, Grégory Berthou, AFNOR, Philippe Legrand, BNA, ainsi que Dominique Degas Pourquerie et Didier Hure, délégué général du CNPC, au contact desquels les premiers apprentissages ont été facilités. Merci à toi Françoise d'avoir accepté ce pari un peu fou d'écrire ensemble un livre grand public sur la normalisation. Cela n'avait jamais été fait et ensemble nous l'avons rêvé, travaillé et accompli. Je tiens à remercier celles et ceux avec lesquels nous avons échangé tout au long de cette aventure inédite. En premier lieu toutes les personnalités que nous avons interviewées. Merci pour le temps que vous nous avez accordé et pour nos échanges nourrissants, motivants, inspirants voire challengeants. Merci à vous,
Alain Lambert, de nous avoir accueillis dans votre domicile parisien et nous avoir fait l'honneur de préfacer cet ouvrage. Je saisis cette occasion pour mettre en lumière le travail de votre équipe d'assistants que sont Alicia Andrieux, Lucie Benabou et Kevin Ernaud. De même, merci à vous, Viviane APIED et Michel Wenker, responsables ministériels aux normes, pour vos contributions spontanées à ce livre. Votre invitation, Madame APIED, à participer à la première journée normalisation que vous avez organisée au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire, nous a permis de mieux évaluer l'état de la prise en compte des normes au sein même de votre ministère. Nous avons beaucoup appris au cours de cette journée d'immersion. Un grand merci, Monsieur Wenker, pour votre contribution écrite intégrée dans l'ouvrage. Elle vient considérablement enrichir le propos. Nous espérons qu'elle sera inspirante pour tous les organismes, publics comme privés, impliqués en normalisation. Comment ne pas vivement vous féliciter et vous remercier, Monsieur Pierre Philippe, pour vos actions concrètes et puissantes en normalisation et certification et pour votre témoignage écrit incorporé dans ce livre. Votre parcours personnel ainsi que celui de la coopérative viticole Les Vignerons de Buzet dont vous êtes le directeur général démontrent que toute organisation, quelle que soit sa taille, peut s'investir à la fois en normalisation et en certification pour y puiser d'incroyables ressorts permettant de grandir et de se développer humainement et économiquement. Votre témoignage est précieux, et ne manquera pas d'interpeller sur les bienfaits des normes. Notre discours à Françoise et moi-même passe également en la forme d'illustration. Merci Fanny Giacomini d'avoir su si bien retranscrire nos idées en dessin, nous avoir constamment challengés et avoir été force de proposition. Enfin, de vifs remerciements envers les 106 contributeurs à notre campagne de financement participatif. Sans votre soutien financier, nous n'aurions pas pu faire aboutir ce beau projet. Cher lecteur, est à présent devant vous le fruit de toute une aventure. Son objectif premier est d'éclairer le plus grand nombre sur ce qu'est la normalisation. J'espère que vous considérerez notre pari comme relevé. Bonne lecture à vous. Stéphane Jauque. Stéphane vous a déjà tout dit concernant l'absence de culture normalisation dont souffre notre pays, malgré les efforts incessants de beaucoup. C'est à tous ceux-là qui se sont impliqués et s'impliquent aujourd'hui en normalisation que je dédie cet ouvrage. Ce sont eux, en effet, qui font en sorte que tous en France bénéficient de la connaissance de cet outil remarquable d'intelligence économique, cet outil de valorisation et promotion de nos industries et services, cet outil qui devrait permettre à la France de continuer à rayonner au mieux. Merci tout d'abord à Stéphane qui m'a proposé cette merveilleuse aventure, alors que je pensais avoir complètement laissé à d'autres l'enseignement de la normalisation, sa promotion, ma participation au processus et aux études relatives à la recherche en normalisation et ses liens avec l'intelligence économique. Merci tout particulièrement à la FNOR de m'avoir permis, malgré mon statut d'ancienne, de rencontrer toutes les personnes avec qui j'avais ou non travaillé auparavant, et avec qui Stéphane et moi avons pu échanger sur notre projet. Merci pour votre aide. Merci à tous ceux qui ont accepté de nous recevoir et qui ont donné de leur temps pour que notre livre reflète au mieux la situation en France, ses faiblesses, ses réussites et tous les espoirs que l'on peut nourrir. Merci à Alain Lambert de son accueil bienveillant, et de l'honneur qu'il nous fait d'avoir accepté de préfacer ce livre. Merci à Fanny Giacomini, d'avoir apporté non seulement son talent mais aussi ses idées pour compléter ou corriger les nôtres. Merci enfin, à vous tous qui avez soutenu financièrement notre projet. J'espère que ce livre vous plaira, et que vous y verrez là un bel instrument de propagation virale de bonnes idées sur une nouvelle approche à la française. Françoise Bousquet. Remerciements à tous nos contributeurs. Nous avons eu recours à du financement participatif pour que cet ouvrage puisse voir le jour. Un très grand merci aux 106 personnes qui ont contribué à la réalisation de ce livre en nous soutenant financièrement, notamment celles et ceux dont le nom figure ci-dessous. Vincent Alloy. Katrina Nderegg. Fabien André. Lilia ASTRUP. Julie Bageux. Dominique Bernard. Karen Berthelot. Grégory Berthou. Nicolas Biroust. Gilles Boin. Jean-Marie Bott.
Claire Bousquet. Marie-Claude Bousquet. Michel Bousquet. Olivier Bousquet. Jacqueline Cahen-Wolf. Léana Canard. Josiane Carolin. Rim Chaouy. Alexandre Chilloh. Romain Caudron. Jacques Cohen. Evelyne Combeau. Camille Coton. Henri de Courtivon. Dominique Daguillon. Corentin de Bacquer. Antoine de Brosse. Louis Decourriere. Dominique Degas. Patrice Delacroix. Denis Deutsch. Laurent Dhulu. Ayatou Doucourt. Antoinette Douty. Stéphane Dunikowski. Stéphanie Essimiabossolo. Christian Fruleux. Zigor Garaté. Julien Guilaine. Isabelle Guyader. Thomas Chaveloose. François Hott. Éléonore Jauque. Marcel Jauque. Véronique Jauque. Franck Kim. Niels Kolmer. Paul Kramer. Gilles Lagante. Anne Le Gloec. Clément Lebeaume. Nadine Levieux. Marc Levilion. Lise Lheritier. Virginie Loglisci. Antoine Lomberty. Jocelyn Loumeto. Paul Maillot. Audrey Malafosse. Agnès Mencier. David Meunier. Hubert Meurice. Lorraine Morin. Jennifer Murschel. Antoine Naël. Dory Nissan. Fabienne Ramirez. Suzanne Rascar. Rémi Reus. Isabelle Rimbert. Daniel Rouquette. Ludo Shaolin. Sylvain Simon. Johan Simon. Olivia Stahl. Philippine Tamy. Olivier Touche. Claire Vandeval. Élise Vauchel. Maxime Vito. Nicolas Voglimacci. Frédéric Veil. Alain Vogue. Abdelaziz Zawa. Vincent Zwobada. Rendre à la loi Sa Majesté. Préface par Monsieur Alain Lambert. Président du Conseil national d'évaluation des normes, ancien ministre du budget et à la réforme budgétaire, ancien sénateur. Depuis au moins 2500 ans, dès l'époque d'Aristote, une inextricable controverse s'est embrasée entre les plus éminents juristes sur la question de savoir si l'office de la loi doit se contenir à fixer par de grandes vues les maximes générales du droit, d'établir des principes féconds en conséquence et de renvoyer au pouvoir réglementaire, c'est-à-dire aux autorités exécutives, l'édiction des règlements, des actes exécutoires et l'exercice des apostrophes. Un pouvoir réglementaire autonome dans les domaines ne relevant pas de la loi, selon cette conception. Cette controverse peut s'exacerber davantage encore sur le niveau de détail en dessous duquel il devient contre-productif de descendre sur les questions innombrables qui peuvent naître sur chaque matière, qu'il s'agisse du domaine de la loi ou celui du règlement. Le présent livre de Stéphane Jauque et de Françoise Bousquet jette une lumière nouvelle et utile sur cette insoluble question, en l'abordant du côté de l'usager du droit, lequel parfois peut désespérer de voir sa maison brûler, pendant que les plus fins experts débattent à perte de vue du diamètre des tuyaux dont le débit en vigueur suffirait largement à les sauver. C'est probablement en abordant le sujet, enfin sous leur angle, que la France pourrait sortir de l'impasse normative dans laquelle elle s'est enlisée. En toute chose, il faut savoir raison garder, car la dose fait le poison. Il existe des lois opportunes, fondées sur des équilibres sous-jacents de la société pour tenir compte de son évolution, mais aussi pour deviner ses exigences, et donc la précéder en se préservant autant d'une fébrilité dangereuse que d'un décadent immobilisme. Jean-Étienne Marie Portalis, que nous citerons souvent, moissonnait cette question de son élégant humour par la formule suivante: la plus funeste des innovations serait de ne pas innover. Ainsi, il annonçait qu'un grand État comme la France ne saurait s'administrer par des lois aussi simples et rares que celles d'une société moins prospère et à faible population.
Il veillait à fonder ses analyses sur les civilisations qui nous ont précédés, lesquelles avaient expérimenté tous les régimes et tous les systèmes juridiques. Sa sagesse recommandait de ne surtout pas dédaigner le profit de l'expérience du passé, ni d'ignorer cette tradition qui forme l'esprit des siècles. Portalis discernait finement les matières nécessitant plus de précision, comme le droit pénal, et d'autres servant au contraire de points de passage essentiels à la vie sociale, où le discernement vaudra toujours mieux qu'une législation proliférante. En même temps, il était conscient de l'universalité du droit en considérant que toutes les lois, de quelque ordre qu'elles soient, ont entre elles des rapports inévitables et sans doute nécessaires, qu'il n'existe pas de question privée sans effet sur l'administration publique, et que tout objet public touche aux principes qui règlent les intérêts privés. Il n'hésitait pas à affirmer que la précision des lois était requise, pour poser dans chaque matière des règles fondamentales et déterminer les formes essentielles. Tout est dit. Méditons avec une ultime attention ce qu'il ajoutait à propos du domaine du règlement, c'est-à-dire les détails d'exécution, les précautions provisoires ou accidentelles, les objets instantanés ou variables, en un mot dit-il. Toutes les choses qui sollicitent bien plus la bienveillance de l'autorité qui administre que l'intervention de la puissance qui institue. Espérons que ce soit cette approche qui ait inspiré le Constituant de 1958, en établissant à l'article 37 de la Constitution le pouvoir réglementaire autonome, l'invitant ainsi à n'user de sa puissance centrale qu'avec modération pour laisser à l'autorité qui applique localement un usage approprié de sa bienveillance et de son interprétation facilitatrice. Les tenants de l'absolutisme du détail législatif utilisent souvent l'argument idéologique pour stigmatiser les partisans du droit souple. L'obsession néolibérale. Outre la confusion latente entre libéralisme politique et libéralisme économique, cette association d'idées n'ayant rien à voir l'une avec l'autre aboutit à un amalgame selon lequel toute réduction du champ juridique ferait le jeu du grand capital. À la vérité, la surréglementation connue dans l'Union européenne et plus encore en France, favorise directement les grandes entreprises et les multinationales, seules capables de recruter des juristes et des fiscalistes pour dénouer les fils tortueux du droit. Dans la réalité, les limites de l'ultra-juridisme ont été détectées dès l'origine toujours par l'excellent Jean-Étienne-Marie Portalis, ainsi résumé dans sa célèbre formule « L'on ne simplifie pas en prévoyant tout ». En effet, les cas particuliers relèvent non de la loi mais de la jurisprudence. On ajouterait depuis la Ve République, relève du règlement. Portalis est clairvoyant en insistant sur le fait que la loi ne doit pas se laisser entraîner dans les détails, ni disposer pour un avenir qu'elle ignore, mais qu'elle travaillera d'autant mieux pour le futur que les fondements de son œuvre juridique seront solides. Le style du Code civil renforce la sensation de souplesse intellectuelle et de précision dont le maniement du verbe marque la dette de toute une génération de penseurs et d'écrivains envers les grands lettrés du XVIIIe siècle, Montesquieu, Rousseau et d'autres. Le contraste est glaçant entre cet art sublime d'annoncer et de prononcer alors le droit, et la logorrhée verbeuse d'aujourd'hui tenant lieu de loi. Rien n'était concédé à la communication, ou au décorum idéologique. C'est dans le tréfonds du droit naturel et de l'expérience que sont puisés les fondements des dispositions appelées à régir la vie des hommes entre eux et avec les choses. Certes, la tonalité du discours préliminaire est nettement libérale, car elle correspond aux idées de l'époque, mais elle s'accommode tout autant du dirigisme guerrier institué par Napoléon. S'agissant du piège de l'uniformité dans lequel nous vivons, Montesquieu en résumait également l'ambition par une formule exhaustive. Il y a de certaines idées d'uniformité qui saisissent quelquefois les grands esprits, mais qui frappent infailliblement les petits. Il prévenait des risques qu'encourt le droit dans les crises politiques qui agitent régulièrement les Français, car il les anticipait comme inévitablement hostiles, partiales, évasives, cédant au besoin de rompre avec toutes les habitudes, d'affaiblir tous les liens, de faire taire tous les mécontents. Dans ces moments, disait-il, on ne cherche plus à apaiser les relations privées des personnes entre elles, tout devient politique et général et tout devient droit public. Enfin, Portalis résume tout dans cette envolée si célèbre mais si vraie et d'une si brûlante actualité. Les lois ne sont pas de purs actes de puissance, ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu'un sacerdoce. Ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois.
qu'elles doivent être adaptées au caractère, aux habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont faites, qu'il faut être sobre de nouveautés en matière de législation, parce que s'il est possible dans une institution nouvelle de calculer les avantages que la théorie nous offre, il ne l'est pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule peut découvrir, qu'il faut laisser le bien si on est en doute du mieux, En corrigeant d'un abus, il faut encore voir les dangers de la correction même, qu'il serait absurde de se livrer à des idées absolues de perfection, dans des choses qui ne sont susceptibles que d'une bonté relative, qu'au lieu de changer les lois, il est presque toujours plus utile de présenter aux citoyens de nouveaux motifs de les aimer. Entre les tenants de lois abondantes et bouffies, et les cost-killers de normes, une juste mesure reste possible. C'est celle choisie par Stéphane Joque et Françoise Bousquet qu'il vous faut lire et méditer. Elle mesure la qualité de la loi, du règlement et de la norme en général, par son applicabilité, sa concrétisabilité, disent les juristes suisses, son effectivité diront d'autres experts. Ce n'est pas par hasard si les juristes français, sauf en droit international public, sont si peu prolixes sur l'effectivité des règles de droit. Aux yeux de beaucoup, la loi inappliquée reste la loi, de sorte que la loi inapplicable ne semble pas incongrue. Fort heureusement, d'autres présentent cette notion d'effectivité comme un préalable pour les juristes soucieux de vérifier qu'ils ne calfeutrent pas dans l'univers abstrait des règles, et qui restent très attentifs à leur inscription et leur acclimatation dans les pratiques sociales, pour produire un bénéfice socio-économique et non créer un appauvrissement par des effets juridiques nocifs et contraires à l'objectif poursuivi. Notre droit français doit désormais s'affranchir de cette croyance fausse que le législateur pourrait prévoir tous les aléas de la vie. Cessons de laisser croire aux Français qu'il suffit d'écrire un texte pour qu'un problème soit réglé, comme s'il suffisait d'écrire le bien pour qu'il se réalise ou pour qu'un danger soit conjuré. L'heure du réalisme sonne un dernier tocsin pour alerter d'un danger de chaos de notre droit. Cette alerte prend la forme d'un appel qui tient dans ce qu'il est commun d'appeler le bon sens, le discernement, l'équilibre entre un droit idéalisé voire fantasmé, jamais atteint, ne suscitant que des déceptions, et un laxisme désinvolte abandonnant les citoyens à la loi du plus fort. Occurrence peu probable en France. La voie présentée par nos auteurs Stéphane Joque et Françoise Bousquet concilie, grâce au contractualisme, les deux piliers de nos valeurs républicaines, liberté et responsabilité. Le droit positif et le droit consensuel qu'ils promeuvent sont parfaitement complémentaires. Le premier, élaboré par les parlementaires et les administrations centrales, s'impose à tous. Il prend la forme de lois et de règlements. Le second est le fruit de la convention entre toutes les parties prenantes, il est l'expression des SHan. Il prend notamment la forme de guides de bonne pratique, de normes homologuées, de codes de bonne gouvernance, etc. Le droit consensuel dispose aujourd'hui d'une force supérieure au droit positif. Dans nos sociétés évoluées, où chacun manifeste une forte volonté d'être reconnu et respecté. Lorsque la règle est définie d'en haut, sans consultation, la tentation de la contourner est irrésistible. Lorsque la même règle est le fruit de discussions concrètes à laquelle toutes les parties prenantes ont participé, son non-respect est perçu comme une faute éthique dénoncée par tous. La normalisation relève du droit consensuel. Le Conseil d'État donne une définition précise de ce droit, avant d'affirmer son utilité, ses risques et d'en appeler à la nécessité de définir une doctrine de recours et d'emploi du droit souple par les pouvoirs publics. Le droit souple figure parmi les instruments de simplification du droit. Néanmoins, malgré l'appel lancé par le Conseil d'État et une forte volonté politique en matière de lutte contre l'inflation réglementaire, l'articulation entre droit dur et droit souple demeure à réaliser. Si le nombre et l'influence des autorités administratives indépendantes croît de manière exagérée, la normalisation demeure trop peu utilisée par les pouvoirs publics comme instrument de simplification du droit. Certes, il existe de nombreux ouvrages sur la normalisation et l'inflation normative, mais la quasi-totalité de ceux-ci sont écrits par ceux qui font les normes et non par ceux qui les appliquent, ni même par ses destinataires. Le présent ouvrage, que j'ai ainsi l'honneur de préfacer, vise justement à porter un éclairage objectif sur la normalisation. Responsables politiques, administration centrale, industriels, consommateurs, ONG, syndicats, organisations professionnelles, Start-UPS.
Tous doivent prendre connaissance de ce qu'est la normalisation et s'impliquer dans son utilisation en pleine connaissance de cause. Je tiens à remercier chaleureusement les deux auteurs, que sont Stéphane Jauque, juriste au sein du groupe français Decathlon spécialisé dans la conception et la distribution d'articles de sport, devenu vice-président du Cause Bien de Consommation, Sport et Loisirs au sein d'AFNOR, et Françoise Bousquet, qui a suivi une carrière dans l'enseignement des mathématiques puis dans le domaine de l'informatique et des télécommunications et qui, après avoir dirigé pendant quelques années le département normalisation des technologies de L', information et application à l'AFNOR, est devenue successivement représentante de Digital Equipment puis de Sun Microsystems au sein des instances de normalisation françaises. Je les remercie car ils me donnent l'occasion, en m'appuyant sur leur carrière professionnelle, d'affirmer et de réaffirmer encore que leurs engagements dans la lutte contre l'inflation normative illustrent parfaitement que cette lutte n'est pas un défi incombant et concernant seulement les administrations publiques, les assemblées et les élus, mais tous les acteurs de la société. La pertinence de cet ouvrage, outre la pédagogie qu'il revêt ainsi que l'exhaustivité des solutions qu'il propose pour lutter contre ce mal d'inflation normative, réside dans l'appropriation de ces enjeux par l'entièreté de la société et non par seulement une partie d'entre elles. S'agissant des pouvoirs publics, leur implication en normalisation doit être amplifiée de manière urgente en raison du développement rapide des sciences et de la technologie. À défaut, les lois et règlements ne pourront plus respecter les objectifs d'intelligibilité et d'accessibilité déjà trop souvent mis à mal. Une nouvelle approche est urgente et indispensable. Elle consiste dans une coproduction cohérente et harmonieuse du droit au sein de laquelle les lois et règlements s'engagent sincèrement dans un processus de simplification du droit dur, accompagné d'une démarche de normalisation les complétant au moyen de normes techniques associées. La simplification du droit ne peut pas rester un vœu pieux. C'est une nécessité, une urgence pour tous les élus locaux et pour tous nos territoires trop souvent paralysés par la peur de ne pas respecter des prescriptions qui n'ont pas été élaborées en prenant en compte toute la diversité des situations. Il y a 2 siècles, notre droit rayonnait et servait de modèle dans le monde entier. Aujourd'hui, il fait fuir nos propres agents économiques. Provoquons le sursaut, l'élan vital qui permettra de transformer cette crise du droit en chance de rénovation, par une œuvre exemplaire de simplification, et ainsi rendre à la loi la majesté qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Introduction. Notre pays est marqué par une forte culture de la loi. Cette dernière connaît, après la Révolution française, un essor qui va contribuer au rayonnement de la France. Sous Napoléon, le droit français se développe et acquiert une aura internationale. L'époque est d'abord marquée par la présence de nombreux droits à travers le pays, chaque province disposant de ses propres droits, règles, codes d'usage. L'adoption du Code civil des Français en 1804, également appelé Code Napoléon, a permis de poser les grands principes du droit. L'innovation bonapartiste ne réside pas seulement dans la codification du droit, mais aussi dans sa simplification. Les différents droits applicables à travers le territoire national ont été agrégés en règles de droit claires et simples. Oh oui! Il fut un temps béni où la loi était simple et claire. Pour illustration, en matière de filiation, le Code napoléonien a imposé une règle simple: l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari, et si ce n'était pas le cas, il fallait en apporter la preuve contraire devant le juge, alors que dans les différentes provinces françaises avaient cours jusqu'alors divers textes relatifs aux enfants adultérins. Point de miracle à l'origine de ce processus de simplification du droit. Napoléon, de formation militaire, était aussi très intéressé par le droit, échangeait régulièrement avec les meilleurs juristes du pays et a placé un grand nombre d'entre eux à des postes importants. Cette approche a porté ses fruits et concouru au prestige du pays. La France, avec ou sans recours à la contrainte, fait des émules dès le XIXe siècle, en Europe, Amérique du Nord, Antilles, Amérique latine, Afrique, Russie, Chine, Japon. Le droit napoléonien, aussi appelé droit romano-civiliste, semblait tout avoir pour l'emporter sur le modèle concurrent, la common law du système anglo-saxon. Si en ce début de XXIe siècle, les Français conservent un solide attachement à la loi, au moindre problème, une loi nouvelle est réclamée en guise de solution durable, sa prolifération étouffe aujourd'hui notre pays. Le droit français est devenu complexe en raison de l'affaiblissement de la qualité rédactionnelle,
et de l'enchevêtrement des textes. Sur le mariage, les juristes à l'origine du Code civil ont écrit « Chaque époux contribue aux charges du mariage à proportion de ses facultés respectives ». Aujourd'hui, on écrirait par exemple « Chaque époux contribue aux charges du mariage à proportion de la moyenne des 5 dernières années de leurs revenus respectifs corrélés au ». D'aucuns pourraient imaginer que la complexité actuelle du droit profite à certains, en premier lieu aux professionnels du droit. Et pourtant, il n'en est rien. Placés aux premières loges, avocats, magistrats, notaires, huissiers et autres juristes d'entreprise mesurent à quel point la compréhension des règles de droit peut être délicate et le déplorent. Nos lois et règlements sont nombreux, bavards, alambiqués, nous en sommes tous victimes. L'ensemble de la vie de la cité est affecté par cette dégradation du droit. Depuis 1804, le nombre de codes a considérablement cru, certains d'entre eux ont énormément enflé durant les dernières décennies. Dans les médias, l'épaisseur du Code du travail est régulièrement prise en exemple. Et cela ne s'arrête pas là. Aux dizaines de codes à présent en vigueur, il faut ajouter les très nombreux lois, ordonnances, décrets-lois, décrets, arrêtés, qui ne font pas l'objet d'une codification. La seule grande date d'abrogation de texte fut la nuit du 4 août 1789. Depuis, notre pays pratique l'empilement. De grands jurisconsultes il y a 200 ans nous ont appris que l'infinité et la diversité des situations humaines et le génie humain font qu'il est impossible pour le législateur de prévoir par avance tous les détails de la vie. Monsieur Alain Lambert, ancien ministre au budget et à la réforme budgétaire, président du Conseil national d'évaluation des normes. Cette inflation de textes législatifs et réglementaires mine la France et pourrait causer sa perte. Comment en est-on arrivé là ? L'élaboration d'une nouvelle constitution est une occasion rare pour faire un reset ou grand nettoyage de printemps. La Constitution de la Ve République, notre loi fondamentale depuis 1958, a d'ailleurs installé des bases saines. Elle prévoit de manière claire ce qui relève du domaine de la loi et ce qui relève du domaine du règlement. En dépit de cette répartition limpide, s'est produite une sérieuse dérive menant des textes législatifs et réglementaires trop détaillés, parfois inutiles voire contradictoires. L'un des travers de notre pays consiste en une confusion dans les responsabilités de chacun. Les parlementaires n'ont d'autres envies que d'introduire dans le domaine de la loi des détails qui relèvent du domaine du règlement. Nos lois contiennent alors des exigences fournies qui ne relèvent pas de leurs compétences. Notre Constitution prévoit une procédure de déclassement pour que telle exigence qui n'est pas du ressort de la loi soit déclassée, mais elle n'est pas suffisamment usitée. Nos lois proviennent essentiellement de projets de loi du gouvernement. Ce sont alors les administrations centrales des différents ministères qui conçoivent les pré-projets de loi. Puis le texte est discuté et modifié au fil des débats et amendements parlementaires. Mais ce processus d'élaboration des lois est soumis aux circonstances du moment, aux pressions médiatiques et populaires, aux faits majoritaires et aux luttes partisanes. Le texte de loi définitif relève très régulièrement d'un compromis, souvent au détriment de sa clarté. Légiférer est devenu un réflexe, souvent conditionné par la télévision. Tout sujet d'un 20h est virtuellement une loi. Un fait divers, une émotion quelconque, mais aussi un problème tangible provoque une démangeaison législative plus ou moins rapide. La loi est une réponse, à défaut d'être une solution. On légifère d'abord puis, rarement et seulement si l'on n'a rien de plus rentable à faire, on réfléchit ensuite. Professeur Guy Carcassonne, juriste spécialisé en droit constitutionnel et professeur d'université. Après ce constat vient le temps de la réflexion. Lors d'un entretien avec Alain Lambert pour l'élaboration de cet ouvrage, diverses solutions sont évoquées pour parvenir à ce que l'empilement des textes ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Ancien ministre de la République et ancien sénateur, aujourd'hui Alain Lambert préside le Conseil national d'évaluation des normes, CNEN, dont la mission est l'évaluation des lois et règlements applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. L'État peut passer outre les avis du CNEN. Compte tenu de la diversité des collectivités, de leurs activités et établissements, ce sont près de 300 textes par an qui sont présentés au CNEN. Au fil de la pratique, l'évaluation s'est perfectionnée.
La prolifération de textes est-elle inéluctable? Est-elle dans la nature des choses et des sociétés évoluées? L'une des premières solutions évoquées est d'agir pour tarir le flux de nouveaux textes et réduire le stock de textes constitué au fil du temps. Le travail du CNEN s'est alors d'abord porté sur le flux avec un impact réel sur les nouveaux projets de textes concernant les collectivités territoriales, à raison d'une séance par mois. S'agissant du stock de textes impactant les collectivités, la mission attribuée au CNEN est plus récente et a pour but d'identifier les textes pouvant être supprimés ou modifiés. Ce travail débute. Mais il nous faut aller beaucoup plus loin en s'intéressant à la légistique française, c'est-à-dire l'approche française pour concevoir les lois et règlements. Alain Lambert nous a alors partagé sa vision d'une bonne démarche pour élaborer de nouveaux textes. J'ai toujours prôné, avant l'élaboration d'un nouveau texte, de définir d'abord l'objectif à atteindre. Ensuite, analyser le schéma juridique sinueux en vigueur dans le même domaine, puis supprimer les complexités inutiles, et tracer des lignes droites pour atteindre l'objectif poursuivi avec efficacité. Le législateur évite dès lors de confondre principal et accessoire, et de se perdre dans les détails au risque de perdre son objectif en cours de route. Enfin, une corrélation doit être proportionnée entre le coût du nouveau texte envisagé et ses effets escomptés. Malheureusement, cette méthode n'est pas suffisamment suivie. Le corps politique français est si persuadé qu'il suffit d'écrire un texte pour résoudre un problème, qu'il se contente d'une évaluation détaillée avant l'adoption du nouveau texte, évaluation ex ante, et par la suite ne vérifie même pas si ce texte a atteint ses objectifs, évaluation ex post. Lors d'un déplacement dans un pays scandinave avec Didier Migaud, nous avons demandé à nos interlocuteurs si des études d'impact sont réalisées avant toute réglementation. Nos interlocuteurs, de manière distinguée, se sont moqués alors de l'approche française en nous disant que leur manière était moins sophistiquée que la nôtre, s'amusant au passage qu'ils n'auraient probablement rien à nous apprendre à nous Français, champions de la prévision. Méfiants face à ce compliment, nous nous entendons dire qu'une chose les intriguerait. Vous ne faites des études d'impact qu'ex ante et jamais ex post. Nous faisons le contraire et considérons que toute étude ex ante qui n'a pas fait l'objet d'une étude ex post ultérieure est une étude dont il faut se méfier. Ils ont tout à fait raison. C'était une belle leçon d'humilité et d'efficacité. Monsieur Alain Lambert. Ancien ministre au budget et à la réforme budgétaire. Président du Conseil national d'évaluation des normes. Le droit français est pour partie issu du droit de l'Union européenne, UE. La lutte contre l'inflation réglementaire doit ici porter sur les surtranspositions. Chaque État membre de l'UE dispose de la possibilité de procéder à des adaptations lors de la transposition d'une directive européenne, en droit national. L'habitude de nos parlementaires français est de transposer la directive en intégrant des adaptations, le tout au sein d'un seul et même texte national de transposition. Ces modifications peuvent être substantielles ou consister en un simple adjectif incorporé dans un alinéa. On aboutit ainsi à un texte où se mélangent les exigences purement européennes et les modifications franco-françaises. Il est alors peu aisé pour tout justiciable, y compris pour les professionnels du droit, de distinguer ce qui relève purement du droit de l'UE et ce qui relève des adaptations nationales. Cette technique française présente aussi l'inconvénient de prêter le flanc à des interprétations et applications divergentes du droit. Les pays scandinaves sont à nouveau une source d'inspiration avec une technique consistant à ne procéder qu'à de simples transpositions à l'identique et recourir, si des adaptations nationales sont jugées nécessaires, à un texte distinct. La reprise en France de cette technique aurait le mérite de responsabiliser le législateur français, lorsqu'il s'interroge sur le bien-fondé d'élaborer des adaptations nationales. De plus, elle autoriserait une pleine clarté sur l'origine européenne ou purement nationale d'une exigence. Enfin, elle permettrait une cohérence du droit et une bonne administration de la justice en supprimant le risque que la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE soit différente de celle des juridictions nationales. Ce sont là des premières pistes pour agir en faveur de la qualité de notre droit. Il en existe d'autres. Depuis le début de ce XXIe siècle, chaque président de la République a pris en vain des mesures pour agir contre l'inflation législative et réglementaire. Aucun n'est parvenu à mettre en place une solution efficace et pérenne.
À travers cet ouvrage, une solution différente est pour la première fois mise sur le devant de la scène. En effet, notre choix s'est porté sur un instrument déjà existant, puissant, omniprésent dans la vie de chacun et pourtant fort méconnu et sous-utilisé. Son potentiel est énorme. Ensemble, prenons à présent enfin le temps de nous pencher dessus. Dessin 1. Marianne et l'inflation législative et réglementaire. Elles sont présentes partout dans notre vie quotidienne. Au sein même de la cellule familiale, au travail, dans les transports, dans le cadre de nos sports et loisirs, y compris dans notre vie intime, elles sont là, sans même qu'on en ait conscience. Insidieusement, elles se sont développées dans les différentes sphères de la vie et elles ont vocation à encore croître. Faut-il s'en plaindre? Faut-il en avoir peur? Leur expansion tend à démontrer qu'elles répondent à un besoin, une attente. Pourtant, nul ne peut nier que mal conçues ou mal anticipées, elles peuvent avoir des effets dévastateurs, ne profiter qu'à quelques-uns, voire aller à l'encontre des besoins des consommateurs ou d'une multinationale stratégique pour l'économie d'un pays. Elles ne doivent donc pas être prises à la légère, bien au contraire. Elles doivent être considérées avec une grande attention. Et pourtant, elles sont ignorées, complètement méconnues et souffrent même de préjugés. La plupart d'entre nous a tendance à les rejeter, à vouloir d'office s'en éloigner. À la seule prononciation de leur nom, voyez comme les visages se figent, les regards sont distants ou des sourires narquois se dessinent. D'emblée, elles sont moquées, négligées quand elles ne sont pas condamnées, vilipendées, pointées du doigt comme responsables de tous les maux alors même qu'elles sont conçues pour contribuer à notre sécurité, notre qualité de vie, notre épanouissement personnel, celui de l'entreprise et du pays. Cet ouvrage n'a pas vocation à les mettre sur un piédestal, telle une relique sacrée, mais à porter un regard objectif et plus stratège sur ce qu'elles sont et ce qu'elles apportent. La solution à laquelle nous faisons référence est la norme. Mettons sur le bas-côté tous les a priori dont souffrent les normes, ayons un œil juste sur leurs forces et faiblesses et sachons en tirer tous les bienfaits. Et commençons par bien définir de quoi il s'agit, car il serait dommage d'engager cette entreprise sur un quiproquo. Par le terme norme, nous traiterons dans cet ouvrage d'un document de référence résultant d'une démarche volontaire et consensuelle. Nous ne faisons nullement allusion à une règle obligatoire, à une loi, un décret ou une directive européenne. Rien de tout cela. Il faut éviter les confusions récurrentes. La normalisation est un processus ouvert à tous, il se veut démocratique et aboutit à des normes et standards volontaires. Par voie de conséquence, cet ouvrage répond aux nombreux commentaires, dont certains émanent de personnalités politiques, journalistiques et industrielles, qui contribuent grandement au désordre sémantique. La normalisation est l'affaire de tous et non uniquement celle d'élus. Il appartient à chacun de se l'approprier pour peser sur le contenu des normes et standards. Officiellement, les parlementaires et les administrations centrales n'ignorent pas la normalisation. Le guide de légistique en fait mention et un réseau de responsables ministériels aux normes animé par un délégué interministériel aux normes a pour mission de définir et mettre en œuvre une politique nationale des normes. Dans les faits, parlementaires et administrations centrales la méconnaissent ou la négligent et les moyens alloués par l'État à la normalisation ne cessent d'être réduits. L'un des intérêts de la normalisation consiste pourtant en sa capacité à contribuer à l'effort de simplification du droit. Nos lois et règlements pourraient être moins prolixes et plus simples s'ils étaient délestés de leurs exigences techniques ou purement pratiques pour que la normalisation s'en empare. Ceci n'aboutirait pas à un simple transfert, mais bien à un ensemble de règles plus efficaces. Nos administrations centrales occupent ici une place clé dans la recherche d'une bonne articulation entre la loi, le règlement et la norme. Pourtant elles s'en tiennent à bonne distance. Bien sûr, les enjeux auxquels notre pays fait face vont bien au-delà de la qualité de notre droit. Quotidiennement des défis économiques, sécuritaires, environnementaux, sociétaux s'imposent aux individus, aux consommateurs, aux citoyens, aux entreprises, aux autorités publiques, aux artisans, etc. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.